tu manges pas assez, si tu dors pas assez, ce que tu vas créer comme valeur la journée est impacté. La question c'est, ok, en quoi ce mouvement-là, ce que tu fais là, en quoi ça sert ton client ? Tu peux pas toujours rester sur du très lent ou du très rapide. Moi, je fais partie de ces gens qui disent que si tu fais attention à toi, alors tu auras plus de facilité à faire attention aux autres. Bonjour et bienvenue sur Chef. Je m'appelle Sophie Plumer et je suis l'hôte de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Malika Azayes. Malika est coach et thérapeute. Cet automne, elle m'a suivie dans une idée folle qui me trottait dans la tête depuis longtemps, celle de proposer des méditations guidées pour leaders pressés. Vous avez été des centaines à les écouter et je vous remercie vraiment sincèrement pour l'accueil que vous avez réservé à ce contenu qu'on peut dire un peu différent. Mais vous avez été aussi nombreux et nombreuses à me dire que méditer, c'est sympa, mais ce n'est pas si facile que ça. Et en effet, ça demande de s'asseoir, se poser quelques minutes, s'intéresser à soi, à sa respiration, à son état du moment. Ça demande aussi de ralentir le rythme un instant. Et on ne peut pas dire que le monde qui nous entoure nous facilite la tâche. On peut même dire le contraire. On peut même dire que ralentir le rythme de nos activités, de notre cœur, de notre flot de pensée, devient presque mission impossible. Certains pensent même que ralentir c'est négatif. C'est ringard, c'est une perte de temps et c'est même une perte d'argent puisque l'argent c'est le temps. Pourtant le fait de ralentir c'est quelque chose d'inné chez nous, chez les humains. Nous avons notamment par exemple besoin de dormir un minimum tous les jours. Voilà, vous l'avez compris, ralentir, c'est le thème que je choisis pour clore cette année 2022 et que j'avais très envie d'explorer en compagnie de Malika. Malika est une ancienne citadine, manager dans un cabinet de conseil parisien, avec une carrière brillante et très rapide. Puis à un moment donné, dans sa vie, elle a décidé de ralentir. J'ai interrogé Malika sur ce que ça veut dire, ralentir. C'est quoi ? Est-ce que c'est négatif ? Pourquoi ce n'est pas simple ? Pourquoi, comme elle le dit aujourd'hui, c'est presque un acte politique et rebelle ? Pour autant, pourquoi c'est nécessaire ? Pour soi, pour sa santé, pour sa vie personnelle et aussi pour sa vie professionnelle. Voilà, cet épisode, il me tient particulièrement à cœur, donc j'espère qu'il trouvera un écho chez vous. En tout cas, je suis très curieuse de savoir comment vous vous sentez et ce que vous pensez après l'écoute de cet épisode. Donc je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous souhaite aussi une très belle écoute de ma conversation avec Malika Azayes. Bonjour Malika. Bonjour Sophie. Bienvenue de nouveau sur Chef. Merci. Malika, je voulais qu'on fasse cet épisode ensemble après les 4 méditations qu'on a proposées aux auditeurs et aux auditrices de Chef au mois de novembre. Peut-être ma première question, pourquoi as-tu accepté mon invitation à proposer des méditations ? Je crois que la réponse, comme souvent pour moi, elle était avant tout corporelle. Ça a fait un grand wouhou à l'intérieur. Je crois que c'est un flow que j'apprécie tout particulièrement. Je crois que le fait même de prendre le temps d'écouter quelque chose qui est dit lentement, qui est dit juste pour moi, c'est très bon pour moi cette expérience-là. Et pour l'avoir vécu et pour avoir créé des méditations pour certains de mes clients ou de mes clientes, je sais comment ça a été bon aussi pour eux. Du coup, quand tu me l'as proposé, à la fois c'était bon pour moi et ça pouvait être une super expérience à proposer. Voilà. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur à la fois l'acte de méditer et puis, si je tire le fil, quelque chose qui est assez présent pour moi en ce moment, c'est dans le rapport au temps, c'est l'acte aussi de ralentir, puisque méditer, c'est ralentir. Il y a plusieurs auditeurs, même des amis, des proches, je pense que toi aussi, qui me disent « Ouais, je trouve ça sympa, mais j'y arrive pas ». Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces gens qui trouvent ça sympa, qui voient l'intérêt pour les autres, peut-être qui aimeraient, mais qui n'y arrivent pas ? Je crois qu'en premier lieu, ça me fait sentir de la compassion en fait. Parce que moi, il y a plein de moments où j'arrive pas à m'arrêter aussi. Et je sais que pour moi, c'est pas agréable parce que à la fois, je sais comment ça peut être bon pour moi et à la fois, je suis très en conscience que sur le moment, je suis incapable de m'arrêter. Je sais comment ça peut être frustrant en fait. Ou tous ces moments où tu te dis « Oh, je vais me remettre au sport » puis tu le fais pas. Alors que tu sais comment ce serait bon pour toi, comment ça a l'air simple et comment ça l'est tellement pas. Donc en premier lieu, beaucoup de compassion et d'amour à cet endroit-là. De se dire « Ok, peut-être j'en aurais envie, peut-être ça me ferait du bien. » Et en même temps, j'y arrive pas. Ça, c'est ma première réaction. Et après, j'ai aussi envie de dire que la méditation, c'est pas une réponse valable pour tout le monde. En revanche, le fait de se questionner sur son rythme, je trouve ça c'est vertueux plutôt pour tout le monde. Tu vois, de se dire, bah tiens, c'est quoi mon rythme préféré ? C'est quoi le rythme dans mes journées sur lequel je passe le plus de temps ? Est-ce que je suis en mode sprint tout le temps, par exemple ? Est-ce que je fais des pauses ?
quand je fais des pauses, comment je les occupe. Est-ce que j'ai des moments où je laisse émerger des choses de l'extérieur ou est-ce que je suis sur des temps où tout vient de moi et plutôt par le mental? Il y a la méditation d'une part, et puis ça peut m'aller ou pas. Et puis moi je vois, en toute honnêteté, ça dépend beaucoup aussi de la voix de la personne. Je suis très sensible à la voix et au rythme. Donc il y a vraiment à s'autoriser à choisir la voix et le rythme et les thèmes, vraiment. Il peut y avoir des milliers de manières de méditer, donc aussi se dire que si ça n'a pas marché une fois, ça peut marcher une autre fois, ou pas du tout. On n'est pas obligé d'aimer méditer. Moi, j'ai envie de dire aussi pour déculpabiliser, c'est que, par exemple, moi, les méditations guidées, parfois, ça m'aide à m'endormir. Parfois, je le fais pas pour méditer, pour me détendre. En fait, juste ça me détend et au bout d'un moment, je lâche, quoi. Je crois que j'aurais plutôt une invitation à regarder quels sont les moments dans lesquels on peut ralentir et ralentir tellement que corporellement, ça lâche, quoi. Et juste à ce moment-là, d'être dans l'accueil de là où je suis, de ce que je sens, et juste le laisser passer. Pas fixer, quoi. Juste laisser passer. Est-ce que tu peux décrypter pour nous, finalement, ce que c'est que l'acte de méditer? En dehors d'écouter quelqu'un qui t'invite à fermer les yeux et à te recentrer sur ta respiration. Moi, je dirais qu'un acte méditatif, c'est avant tout un acte plus lent. Et pour moi, l'acte de ralentir, il est pas... il sert un besoin qui est de mettre de la conscience et d'accueillir ce qui est là. Parce qu'en fait, il n'y a qu'en ralentissant que je peux être consciente de certaines choses. Si je vais trop vite, il y a des choses que je ne vais pas sentir en fait, parce que je suis occupée à faire autre chose. Si je lâche mes occupations, alors peut-être je vais sentir des trucs qui ne sont pas très agréables et en même temps qui sont là d'habitude, mais que je ne sens pas ou que je ne conscientise pas. Donc je dirais que pour moi, méditer, c'est ralentir, c'est mettre de la conscience. Il peut y avoir aussi des mouvements méditatifs. C'est-à-dire il y a des pratiques qui sont en mouvement, mais qui ont cet aspect et de ralentissement et de conscience. Comme la marche. Comme la marche, comme certaines formes d'écriture, comme le fait de pratiquer ou de donner des soins énergétiques. Pour moi, par exemple, la pratique du Reiki, c'est hyper méditatif. Il y a vraiment un endroit où je suis dans le ralenti et je suis dans l'hyper-connexion à ce que je sens, à ce qui est dans l'instant. Ça peut être peindre, ça peut être des choses comme ça, mais où il y a un rythme particulier et une conscience de ce qui est particulière, du coup. Je dirais ça. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet, du ralentissement et du rapport au temps. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec un de mes amis et je lui disais que j'apprenais en ce moment à ralentir, notamment avec des cours de théâtre que j'ai la chance de suivre avec la troupe du Théâtre des Pieds Nus. On fait beaucoup de mouvements corporels et notamment de mouvements très lents. Et je disais à mon ami, je découvre le plaisir que je prends à avoir des moments corporels très lents et aussi la beauté à voir mes collègues, mes co-théâtreux dans leurs mouvements très lents. Et lui me disait, mais pour moi, ralentir, c'est négatif. C'est faire moins de choses, aller moins vite, etc. Ça m'a interpellée. Du coup, je voudrais bien t'entendre sur cette connotation, soit positive, soit négative, du mot ralentir et de l'action de ralentir. Moi, j'ai la sensation que dans notre monde et pour la plupart des gens, en tout cas des gens qui sont proches de nous culturellement, il y aurait comme un endroit où ralentir c'est mal, ce serait pour les feignants, les gens qui n'ont rien à faire. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement valorisé, à être vraiment productif, à faire notre max, à faire des efforts, à pas s'arrêter. Donc il y a un truc où c'est un peu à contre-courant, voire un peu rebelle, quoi. Ça peut même être très politique, le ralentissement. Il y a vraiment un endroit où je crois que, au départ, l'action, le mouvement est déjà très très valorisé. À tel point que quelqu'un que tu regarderais, tu verrais ralentir, ça pourrait limite être suspicieux. Mais qu'est-ce qu'il a ? Mais pourquoi il ralentit ? Est-ce qu'il est malade ? Il va me demander un truc mais il a pas l'air d'aller... Tu vois, en fait, c'est très questionnant. Alors quelqu'un qui est au taquet tout le temps, qui a presque pas le temps d'aller aux toilettes entre deux réunions, tout va bien. La personne est vraiment productive, c'est un bon élément, on est content. Voilà, quoi. Donc il y a quelque chose de la valeur, en fait, qui va avec ces deux mouvements-là. Enfin, de ces deux extrêmes, en fait. D'accélérer tout le temps et de ralentir. Je m'adresse peut-être à la fois à la professionnelle en développement personnel, mais aussi à la femme que tu es et qui a expérimenté le ralentissement de sa vie. Pourquoi tu as opéré ce mouvement et qu'est-ce que ça t'a fait
de ralentir et ça te fait au quotidien d'avoir des mouvements de ralentissement? Pour moi, la plus grande part de l'intelligence, de l'action et de même des éléments de stratégie qui peuvent émerger, que ce soit sur des plans personnels ou professionnels, viennent du ralenti. En fait, professionnellement, j'ai travaillé avec des gens brillants quand j'étais en cabinet de conseil, quand j'étais en entreprise, et il y avait quelque chose avec la performance, avec la vitesse. Et voilà, j'ai vraiment travaillé avec des gens qui bossaient vite, qui étaient bons et tout. Mais ce dont j'ai pu m'apercevoir, c'est que il y avait un gâchis énergétique, comme un endroit où même leur capacité, qui était, je pourrais dire, supérieure à la moyenne, au bout d'un moment était gâchée. C'est-à-dire à partir du moment où, si je donne un exemple un peu bête, mais si tu manges pas assez, si tu dors pas assez, ce que tu vas créer comme valeur la journée est impacté, forcément. Et moi, j'ai beaucoup vécu ça. J'ai beaucoup vu ça, des gens qui, je trouve, compte tenu de ce que je savais de leur capacité intellectuelle, créer des choses qui étaient pas si chouettes, qui avaient au bout d'un moment pas tant de valeur que ça. Et il y avait quelque chose qui pouvait être un peu dépréciatif de coup de ce qu'ils amenaient et tout. Donc ça, c'est une première chose. De voir ça, moi, ça m'a fait un électrochoc de me dire, mais j'ai pas envie, moi. Je crois qu'il y avait aussi la conscience que si tout ce qui peut être industrialisé, un jour, pourrait être fait par quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un peu un truc comme ça. Moi, je crois vraiment que notre singularité, elle s'exprime à l'endroit où je suis le plus en santé possible. Quand je me suis réorientée, et finalement, ça me guide encore aujourd'hui, il y a une question qui est centrale autour de, je pense, du plaisir que j'ai à faire ce que je fais, ça c'est vraiment sûr, et de comment c'est écologique pour moi. On a beaucoup regardé sur des sujets de relations clients les parallèles entre ce que je propose à mes clients et ce que je leur fais vivre. Est-ce qu'il y a de la congruence à cet endroit-là? Et souvent, c'est pas le cas, c'est-à-dire je peux vendre des choses de l'ordre de la simplicité ou de l'agilité ou de la créativité même, étant moi-même peut-être pas très créative dans ma manière d'amener le truc. Moi, j'avais envie d'être pure à cet endroit-là, c'est-à-dire de pouvoir me dire que tant que possible, je suis pas parfaite, mais que tant que possible, ce dont je parle, j'ai envie de le vivre en fait, pour proposer des cadres qui soient juste cohérents en fait. Ce que je peux dire aussi, c'est que ça reste un chemin. J'ai encore beaucoup de moments où je cours en fait. En revanche, c'est comme s'il y a un endroit où c'était pas encore assez, et en même temps, je vois par rapport à d'autres personnes comment je fais des choses qui semblent extraordinaires. Par exemple, en fait, moi, je fais des pauses tant que possible. Je dors. C'est ma manière à moi de couper, en fait. Je dis tout à l'heure comment parfois ça pouvait être difficile d'arrêter. Chacun a sa manière. Moi, dormir quelques minutes, ça m'aide à faire des mini-resets. Ça m'aide à réguler. Il y a plein de manières de réguler émotionnellement. Moi, ça, c'est une de mes manières. Est-ce que ça a été difficile d'aller vers du ralentissement pour toi et puis vis-à-vis des autres aussi, peut-être de tes collègues, de ta famille, de tes amis? Je crois que ce qui est difficile, c'est de suivre ses intuitions. C'est-à-dire, une fois que tu as ralenti, tu as des choses qui émergent. Des idées que tu as sur qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de le faire. Il se passe quelque chose à cet endroit-là. C'est pas juste tu ralentis et tu reprends ta vie comme avant. Potentiellement, tu ralentis. Il y a des trucs hyper forts qui te viennent, en fait, en termes d'insight, sur quoi faire, quand. Et en fait, je crois que ce qui a été difficile, c'est d'assumer ça. D'assumer qu'une partie de mes décisions était drivée par du ressenti dans un état où j'étais bien, plutôt que par des parts de moi qui sont super stressées et qui ont envie de rassurer le monde comme j'ai toujours fait, en faisant beaucoup. C'est un vrai changement qui est pas simple encore aujourd'hui. C'est-à-dire comme s'il fallait faire la preuve que ça fonctionne. Moi, j'appelle ça l'intelligence du corps, et l'intelligence du sensible. C'est-à-dire comme si, quand tu ralentis, tu accèdes à cette dimension-là de toi, qui sait presque sans la tête. Sauf que ça, quand tu essayes de l'expliquer à des gens qui n'en ont jamais entendu parler, ça fait un peu bizarre. Est-ce que je fais un raccourci en disant que c'est aussi apprendre à s'écouter soi et plus à répondre aux normes de la société et notamment à ce que la société, à ce que nos amis, nos collègues, etc. attendent de nous? Et ça, c'est quand même perçu comme une démarche un peu égoïste, peut-être égocentrique. Oui, ça peut être ça. Moi, j'ai pu vivre ça, de me dire ouais, mais tu penses qu'à toi, presque tu le fais parce que tu peux le faire, mais c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. J'ai aussi fait face à beaucoup de croyances très communes autour du fait que la vie c'était compliqué, tu vois, et qu'obtenir des réponses sans les avoir cherchées fort, c'était presque tricher. Donc, s'il suffit de faire une petite méditation pour définir quel va être ton objectif stratégique sur le premier semestre de l'année prochaine, c'est trop facile en fait. Tu vois, il y a un endroit où c'est pas possible.
C'est quand même hyper déstabilisant. Mais la réalité, elle est quand même là. Après, libre à chacun de l'expérimenter. Et ça, c'est pas facile, en fait, de changer de mode de questionnement et donc de changer ta manière de trouver des réponses, parce que au début, quand t'essayes, tu sais pas si ça va fonctionner. Et les gens viennent te chercher juste à cet endroit-là. Moi, j'ai la sensation que dans mon mode d'avant, j'avais la sensation de piloter et de prévoir, mais qu'en réalité, mes prévisions étaient pas beaucoup plus justes, quoi. Elles étaient juste basées sur des choses différentes. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue un jour avec un coach en entrepreneuriat au moment où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, qui m'avait fait toute une liste de tout ce que je devais faire avant de lancer mon entreprise. Un business plan à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, des KPI, des objectifs, un planning, etc., etc. Et puis un rétro-planning, et puis un board, et puis intellectuellement, je me disais, il a raison. J'avais ni le temps, ni l'envie de suivre tous ces conseils, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était une forme d'art, une forme d'expression de moi-même, que je me lançais pas à mon compte pour suivre 1001 injonctions, et donc j'avais surtout besoin et envie de suivre mon rythme à ma manière et de créer mon entreprise à ma manière. J'ai gardé dans un coin de ma tête et j'ai pas suivi du tout ces conseils. Et en fait, avec le recul, je suis contente de ne pas l'avoir fait, parce que quand tu parles d'écologie et de suivre son rythme, j'avais une grande conscience à ce moment-là que si je faisais tout ce qu'il me demandait de faire, j'allais pas du tout créer l'entreprise que j'avais envie de créer. J'allais créer une entreprise dictée sur un chiffre d'affaires, un nombre de rendez-vous, que j'allais me mettre énormément de pression et que, je sais pas si tu l'expérimentes aussi en étant à ton compte, mais que quand c'est difficile pour moi, quand je suis en tension, en fait, les choses, elles n'arrivent pas parce que je ne suis pas prête à les accueillir. Alors que quand je suis relâchée, quand je suis bien, quand je suis mon rythme, etc., ça veut pas dire que c'est facile à faire, hein. Mais les choses, elles arrivent de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Mais pour ça, il a fallu pour moi ralentir, aller chercher des manières de travailler qui sont différentes de celles que j'avais apprises et de celles que des experts me conseillaient. Donc effectivement, il y a un côté presque à contre-courant, parfois. Moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose à ça. Parce que j'ai une petite voix dans ma tête qui dit « Oui, mais c'est quand même pas si facile de ralentir. » Et j'ai une question qu'on pose souvent en supervision pour du coaching, puis on peut la poser dans d'autres domaines en supervision, mais la question c'est « Ok, en quoi ce mouvement-là, ce que tu fais là, en quoi ça sert ton client ?» Tu vois, en quoi te stresser pour le truc, en quoi faire exactement ça, tac, tac, tac. Qu'est-ce que ça crée pour lui, en fait? Ok, peut-être toi, c'est pas le sujet. Parce qu'on a dit qu'il fallait pas être égoïste, fallait pas être trop centré sur ton propre nombril. Alors ok, ne regardons pas l'impact pour toi. Même si je trouve que ça a énormément de sens. Mais regardons l'impact sur tes clients, tes différents systèmes. Est-ce que c'est bon aussi pour eux? Est-ce que ça a de la valeur? Et qu'est-ce que ça amène dans le monde? Il y a vraiment un endroit où j'entends que ça puisse être vu comme trop penser à soi. Renversons le truc. Ok, qu'est-ce que ça donne dans le monde quand je suis comme ça? Quand je continue à être comme ça? Comment ça impacte mes proches? Comment ça impacte les autres au travail? Il y a fort à parier que si vous vous posez la question, vous allez trouver, peut-être ça vaut le coup de te tenter, quoi. Moi, je voulais te partager par rapport à ça vraiment un constat que j'ai fait dans 100% de mes clients pour qui je produis des podcasts, avec des mouvements différents, mais où ça a toujours donné la même chose. C'est-à-dire que j'ai des clients qui étaient très pressés et qui m'ont pressée pour produire des premiers épisodes de podcast. Parce qu'il fallait que ça sorte très vite et qu'on avait un gros enjeu marketing, de transformation d'entreprise, etc. Et qu'il fallait que tout aille vite. Donc on a compressé, comprimé, etc. Pris des décisions très rapides, trop rapides. Bon. Et en fait, une fois que le premier épisode était sorti, on s'était tellement compressé, comprimé autour de ce premier épisode que le deuxième, on a mis un temps infini à le produire parce qu'on s'était tellement comprimé sur le premier que le deuxième, en fait, on a eu besoin de décomprimer. Parce que moi, j'étais prête à être au service de mon client, mais eux avaient besoin, en fait, de ce temps de recul, de relâche. Et ensuite, on a trouvé un rythme qui était nominal. Il y a eu ce premier exemple de toute façon, même si tu comprimes à un moment donné, il y a un mouvement de balancier inverse de l'autre côté. Et j'ai d'autres clients, c'est l'inverse, pour qui, finalement, au début, ils ont voulu être dans un temps très long. Et où moi, j'ai pas accepté ça, parce que j'avais l'impression qu'il fallait aller vite. Mais eux n'étaient pas prêts. Et en fait, eux m'ont forcé à aller au rythme de leur entreprise, de leur créativité, de leur processus. Et ça m'a servi vachement de leçon
en fait, de me dire, en tant qu'accompagnatrice d'entreprise dans soit leur transformation, soit leurs actions de communication interne ou externe, dans tous les cas, le temps n'est pas compressible. Et il faut faire avec et il faut respecter le temps des gens en face, avec lesquels on travaille. Moi, je ferais bien un parallèle corporel sur ce que tu dis, sur la question du temps. Pour moi, cette question-là, y répondre de manière vertueuse, c'est regarder la diversité des différents rythmes que je peux vivre, y compris et surtout en entreprise. Tu vois, quand tu te mets en mouvement, si par exemple tu tends ta jambe, tu pointes ton pied, il y a une partie de tes muscles qui est en flexion et d'autres en extension. En fait, il y a toujours les deux mouvements en même temps. Et voir, une fois que tu as fini de tendre ton pied, tu vas le détendre en fait. Tu peux pas rester tendu. C'est pareil pour les rythmes en fait. Tu peux pas toujours rester sur du très lent ou du très rapide. En fait, nous sommes faits de telle sorte que nous respectons et que nous vivons des cycles. Le nier, c'est juste se dire que à court ou à moyen terme, je vais être malade. Commencer à le percevoir, c'est regarder à quel endroit je vis ces cycles. À quel endroit ils existent déjà, à quel endroit je pourrais les proposer. Et des fois, c'est des petites actions en fait qui permettent de faire ça. Hier, j'étais à une conférence sur le futur du travail et en fait, ce qui m'a marqué dans cette conférence, c'est qu'on parlait beaucoup du futur, mais surtout du travail. Bon, tu vas me dire, Sophie, grand scoop, c'était le futur du travail. Mais en fait, à un moment donné, j'ai levé la main en disant, je trouve qu'on parle beaucoup de travail, mais pas assez de vie. Oui, le travail est quelque chose d'important, mais quelque chose d'important dans notre vie. Et on vit au travail et on a des émotions, on a des rencontres, on a du dépassement de soi, on a l'apprentissage des compétences, l'acquisition de compétences, etc. Il y a vraiment des choses hyper chouettes qui se passent au travail. Mais du coup, appelons ça la vie et la manière dont on vit ces moments-là. Et du coup, ça m'a amené sur la richesse de la vie et la richesse avec laquelle on vit tout simplement notre temps. Et je discutais donc il y a pas très longtemps aussi avec un ami qui me disait qu'il avait pris conscience et qu'il avait le choix entre faire plein de choses, mais parfois arriver à la fin de la journée en se disant « je me souviens plus de ce que j'ai fait le matin, le midi, et là j'ai juste mon cerveau qui est complètement cramé, encéphalogramme plat et j'ai juste envie de dormir ». Il dit, est-ce que je suis très satisfaite de ces 24 heures-là ? Comment je pourrais être plus satisfait de ces 24 heures que j'ai vécues ? Et en fait, il s'est rendu compte qu'il était satisfait quand il prenait le temps de faire les choses en conscience. Il dit, en fait, mes journées, il y avait moins de choses, mais par contre, j'avais vécu de manière beaucoup plus intense. C'était beaucoup plus riche, ça m'avait amené des émotions dont j'étais conscient. Et à la fin de la journée, je me couchais épanoui et heureux, quoi. La conclusion de notre discussion, c'était le fait d'étirer le temps, ça veut pas dire le remplir de vide, au contraire, ça veut dire prendre le temps d'accepter toute la richesse qu'on vit dans une journée. Moi, j'aime bien ton mot du début sur la richesse. Je crois que c'est vraiment ça, en fait, quand tu ralentis, c'est comme si tu voyais toutes les couleurs du même moment et de la même journée, mais avec plus de distinction. Peut-être il y a des couleurs que tu n'auras pas vues, et si tu ralentis, tu les vois. Et peut-être il y a des gens que tu n'aurais pas vus non plus, et pourtant ils étaient là. Et c'est comme si, dans le même temps, il y avait plus de richesse et plus de densité. En fait, il y a vraiment un endroit où ralentir, ça permet d'accéder à cette densité-là, en fait, et de l'engrammer. Si je vais vite, forcément, je vis moins la chose, et je retiens moins aussi. Et il y a quelque chose de l'ancrage, en fait, qui pose la question du sens, en fait. Je rapproche beaucoup ça quand il dit, finalement, je vis de manière beaucoup plus satisfaisante mes journées, elles ont du sens, en fait. Je suis capable de revenir sur ce qui s'est passé dans ma journée. Il y a un ancrage dans le réel. Je suis pas juste passée d'une activité à l'autre, qui peut être sur le long terme extrêmement déstabilisant et hyper dévastateur en fait. Ça peut amener à des pertes de repères assez folles, quoi. Et sur lesquelles juste le cerveau au bout d'un moment a plus la main. Pour terminer notre échange, Malika, on arrive en fin d'année, qui sont souvent des moments où on fait le bilan, on a des émotions, parfois intenses, parfois contrastées, puis on se projette forcément sur un nouveau cycle. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditeurs et nos auditrices pour clôturer ce cycle 2022 et entamer 2023 ? C'est pas parce que c'est à la mode, mais moi, ce qui me vient, c'est quelque chose de la gratitude. Que ce soit pour les choses qui se sont bien ou mal passées, ou juste celles qui se sont passées, de regarder dans l'année, ou juste maintenant même. De quoi vous êtes juste heureux, qu'est-ce qui est bon pour vous, et peut-être que vous ne percevez pas d'habitude. Peut-être juste lister ça, vous les dire à vous-même, ou les partager. Mais voilà, moi je suis vraiment avec ça de pouvoir célébrer ce qui a l'air d'être rien, et qui fait votre tout d'aujourd'hui, quoi. Et peut-être l'année prochaine ce sera pas ça. Mais en tout cas, aujourd'hui c'est ça. Et je trouve que c'est une belle manière de clôturer que de se rendre compte, en fait. Et parfois c'est des choses pas chouettes qui arrivent. Donc je sais pas si c'est déjà le moment de les célébrer, mais parfois des événements douloureux, on tire aussi
des choses pour lesquelles, avec quelques mois de recul, on peut se dire ok, là je pourrais dire merci quand même pour telle chose, même si l'événement était sacrément compliqué à vivre, sans se forcer. On n'est pas obligé de dire merci à tout. Peut-être assez pour clore, pour entamer 2023, un mouvement d'ouverture ou de nouveauté. Ça pourrait être une phrase, je sais pas si c'est un mouvement, mais peut-être un souhait. On a beaucoup parlé du risque ou de la croyance qui est un peu erronée que si je fais attention à moi, alors je suis quelqu'un d'égoïste. Moi, je fais partie de ces gens qui disent que si tu fais attention à toi, alors tu auras plus de facilité à faire attention aux autres. Et donc, je pourrais avoir comme un souhait que chacun ait plus d'attention et pour soi et pour les autres, quoi. Mais je suis assez persuadée que ça commence quand même par soi, que éveiller cette capacité-là pour soi, ça permet de pouvoir regarder l'autre et de se poser la même question, que juste se dire je vais prendre soin des autres. Parfois c'est abstrait, puis ça n'a pas de sens en fait, peut-être. Donc voilà, ce serait un souhait. Prenez soin de vous et des autres. Et puis quelle forme ça peut prendre, je sais pas. Ça c'est à chacun de trouver, mais que ce soit conscient, que ce soit là. Merci Malika. Merci à toi. Et bonne fin d'année à tous. Belle fête. Ceux qui ont l'habitude des épisodes de Chef savent que c'est le moment du débrief. Mais pour cet épisode, il n'y aura pas de débrief. Par contre, il y a une invitation à savoir peut-être ce que ça veut dire, ralentir pour vous. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ? Est-ce que ça vous fait envie ? Est-ce que vous avez mieux compris à quoi ça sert de ralentir ? Je serais très curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode et j'ai aussi très envie de vous accompagner dans votre réflexion. Donc si cela vous parle, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, à m'écrire, que ça soit sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous souhaite encore le meilleur pour cette fin d'année ou pour ce début d'année si vous écoutez cet épisode en 2023. À bientôt!